Première partie, les cloches de l'aube dans un village de Bourgogne où le temps semblait écoulé différemment, où les pierres dorées des maisons gardaient la chaleur du soleil couchant et où les vignes s'étendaient comme des vagues vertes jusqu'à l'horizon, se dressait une église romane. Son clocher carré, construit en pierre calcaire il y avait 800 ans, dominait la place du village avec une dignité tranquille. Et dans ce clocher, depuis 50 ans, Père Jacques montait les escaliers en colimaçon pour réveiller le village avec les cloches. Père Jacques avait 75 ans maintenant. Son visage était marqué par le temps comme le bronze des cloches était marqué par les cordes, mais ses yeux gardaient cette clarté particulière des hommes qui ont trouvé leur place dans le monde. Chaque matin, bien avant l'aube, il se levait dans sa petite maison, adossée au mur de l'aile, église. Il ne mettait pas de réveil. Après 50 ans, son corps connaissait l'heure comme les cloches connaissaient leur propre voix. Il s'habillait lentement dans l'obscurité, enfilant son pantalon de velours côtelé brun, sa chemise de flanelle, son gilet de laine. Ses gestes étaient précis, économiques, parfaits par la répétition. Il buvait un verre d'eau fraîche. Puis il sortait dans la nuit qui commençait à pâlir à l'est, traversait les quelques mètres jusqu'à la porte latérale de l'église, et commençait son ascension. 187 marches. Il les connaissait toutes. La 3e qui grinçait légèrement. La 42e où la pierre était usée en son centre par des siècles de pas. La 123e où un rayon de lumière entrait par une meurtrière étroite au printemps. Il montait lentement, une main sur le mur de pierre, respirant calmement. Ce N était pas de la fatigue, était du respect. On ne se précipite pas vers les cloches. Au sommet, la chambre des cloches l'accueillait avec son odeur particulière de bronze, de bois ancien, de poussière dorée par le temps. 4 cloches pendaient dans le beffroi de chêne massif. La plus grande, Marie-Madeleine, pesait 800 kg et avait été coulée en 1723. Son bourdon grave marquait les heures et les événements importants. À côté, Catherine et Thérèse, les cloches moyennes, formaient le chœur de l'Angélus avec leur voix harmonieuse. Et tout en haut, la petite Agathe, au son clair et cristallin, qui annonçait les joies et les appels urgents. Père Jacques s'approchait d'abord de Marie-Madeleine. Il posait sa main sur le bronze froid, sentant sous ses doigts les inscriptions latines gravées il y avait 3 siècles. Lodo Deum verum, plebem voco, congrego clerum. Je loue le vrai Dieu, j'appelle le peuple, je rassemble le clergé. Chaque matin il touchait ces mots, comme un salut, comme une prière silencieuse, puis il regardait par les ouïes du clocher. Le village dormait encore. Les toits de tuiles romaines formaient une mer de terre cuite dans la lumière bleutée qui précède l'aube. Des cheminées montaient de minces rubans de fumée. Quelques boulangers, quelques fermiers déjà levés. Les rues pavées étaient vides et silencieuses. Le ciel à l'est commençait à passer du noir au gris perle, puis à cette nuance indéfinissable entre le gris et le rose que Père Jacques avait appris à reconnaître comme le signal. Il vérifiait l'heure à sa montre de poche. 5h28. Encore 2 minutes. Il ne sonnait jamais trop tôt, jamais trop tard. Le temps du village dépendait de lui, et cette responsabilité était sacrée. À 5h30 exactement, il saisissait la corde de Marie-Madeleine. La corde était épaisse, usée à certains endroits par 50 ans de ses mains, lisse et familière. Il tirait avec un mouvement fluide, utilisant le poids de son corps plus que sa force. La cloche se balançait dans le beffroi avec un craquement du bois ancien. Et puis, le premier son, profond, rond, riche comme du miel sombre. Le bourdon de Marie-Madeleine roulait sur le village comme une vague de bronze liquide. Il emplissait la chambre des cloches, faisait vibrer les poutres, se répandait par les ouïes du clocher, descendait sur les toits, glissait dans les rues, pénétrait les volets fermés, trouvait les oreilles des dormeurs. Père Jacques tirait à nouveau. Le 2e coup. Puis le 3e. Il sonnait les matines selon le rythme ancien. 3 fois 3 coups, avec un silence entre chaque groupe. 9 coups en tout pour saluer la naissance du jour. Entre chaque groupe de 3, il attendait. Pas en comptant les secondes, mais en écoutant. Il écoutait la cloche qui continuait à vibrer dans l'air, son harmonique qui flottait au-dessus du village, comme une bénédiction invisible. Il écoutait le silence qui revenait progressivement, ce silence du petit matin qui n'est jamais vraiment silencieux, moins, rempli du chant lointain d'un coq, du bruissement des feuilles dans les platanes, du murmure de la fontaine sur la place. Quand le son de Marie-Madeleine VI éteignait presque complètement, quand il ne restait qu'un murmure de bronze dans l'air, alors il tirait à nouveau. 3 coups. Silence. 3 coups.
Silence. 3 coups. Les matines étaient sonnées. Dans le village, les gens se réveillaient. Madame Bertrand, qui tenait la boulangerie depuis 40 ans, souriait dans son lit en entendant les cloches. « Père Jacques est à son poste », murmurait-elle à son mari. Monsieur Duval, le vigneron, ouvrait les yeux et savait sans regarder l'horloge qu'il était 5h30. Les enfants, dans leur lit, entendaient les cloches dans leurs rêves et se retournaient pour dormir encore 1 heure. Père Jacques ne descendait pas immédiatement. Il restait dans la chambre des cloches, regardant le jour se lever. C'était son moment de méditation quotidienne, ce temps entre les matines et l'angélus du matin où il était seul avec les cloches et le ciel qui changeait de couleur. Il s'asseyait sur le banc de bois qu'il avait installé contre le mur est, d'où il pouvait voir le soleil se lever au-dessus des collines. Le banc était usé par 50 ans de contemplation matinale. Il s'asseyait, les mains sur les genoux, et il regardait. Le ciel passait du gris perle au rose saumon. Des nuages hauts s'illuminaient d'or. L'horizon devenait orange, puis rouge, et enfin le soleil apparaissait, petit et précis comme une pièce d'or neuf. Père Jacques regardait ce spectacle avec la même attention qu'il mettait à sonner les cloches. Chaque aube était différente, mais chaque aube était aussi la même, éternelle répétition du miracle quotidien. Il aimait particulièrement les matins d'automne, quand la brume montait de la rivière en bas de la colline et enveloppait le village comme une couverture de coton. Alors les toits semblaient flotter dans un océan de blanc, et seul le clocher émergeait, île de pierre dans une mer de vapeur. Les cloches sonnaient différemment ces matins-là, leur son étouffé, intime, comme si elles parlaient juste pour lui. Il aimait aussi les matins d'hiver, quand le givre dessinait des fougères de cristal sur les tuiles, et que son haleine formait des nuages blancs dans la chambre des cloches. Les cordes étaient raides alors, et les cloches sonnaient plus nettes, plus claires, comme si le froid purifiant leur voix. Les matins de printemps apportaient le parfum des glycines qui grimpaient sur le mur sud de l'aile, église, et le chant des hirondelles qui nichaient sous les combles du clocher. Les matins d'été étaient déjà chauds quand ils montaient, et la pierre du clocher gardait encore la chaleur de la veille. 50 ans de matin, 18 250 levers de soleil, à quelques jours près, pour les rares fois où il avait été malade. Père Jacques ne les comptait pas ainsi, bien sûr. Pour lui, était simplement sa vie, son rythme, son souffle. À 6h45, il se levait de son banc. Il devait sonner la messe de 7 heures pour les quelques fidèles qui y assistaient chaque matin. Principalement des personnes âgées, des veuves qui priaient pour leur mari, des hommes solitaires qui trouvaient dans la routine de la messe une encre pour leur journée. Pour la messe, ils sonnaient Catherine et Thérèse ensemble, les 2 cloches moyennes. Leurs voix s'harmonisaient parfaitement, Catherine en ré et Thérèse en fa, créant un accord qui était comme une invitation, comme une main tendue. Ils tiraient les 2 cordes alternativement, créant un rythme de balancement, un dialogue entre les 2 cloches. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Le son se répandait sur le village maintenant éveillé. Les volets s'ouvraient. Des gens sortaient pour aller au travail. Le boulanger arrangeait ses baguettes dans la vitrine. Le facteur commençait sa tournée. Le village vivait, et les cloches marquaient son temps. Après avoir sonné pour la messe, Père Jacques descendait enfin les 187 marches. Il entrait dans elle, église par la porte intérieure, celle qui donnait directement de l'escalier du clocher dans la nef. Elle, église, sentait l'encens du dimanche précédent et la cire des cierges. Les vitraux commençaient à s'illuminer avec le soleil du matin, projetant des taches de couleur rouge, bleue, dorée sur les dalles de pierre. Le père Antoine, le curé, était déjà à la sacristie, préparant les vêtements liturgiques pour la messe. C'est un homme jeune, pas encore 40 ans, arrivé au village il y avait 3 ans. Au début, il avait essayé de changer certaines choses, proposer des messes plus courtes, moderniser les chants. Mais il avait vite compris que le village avait son propre rythme, et que Père Jacques en était le gardien silencieux. « Bonjour, Père Jacques », disait le curé. « Bonjour, mon père », répondait le sonneur. Il n'avait pas besoin de plus de mots. Leur relation était celle de 2 hommes qui servaient la même église de manière différente. Le curé avec ses paroles et ses sacrements, Père Jacques avec ses cloches et son silence. Père Jacques s'asseyait au dernier banc pour la messe. Il ne prenait pas la communion, il n'était pas particulièrement pieux au sens traditionnel. Mais la messe faisait partie de son rythme quotidien, comme les cloches, comme le lever du soleil. Il écoutait les prières latines que le père Antoine lisait encore pour les quelques fidèles qui préféraient l'ancienne forme. Il regardait la lumière changer sur les vitraux. Il sentait la paix de la pierre ancienne autour de lui. À 8 heures, la messe était terminée. Les fidèles sortaient lentement, échangeant quelques mots à voix basse sur le parvis.
Père Jacques remontait au clocher pour vérifier les cloches, huiler les pivots, inspecter les cordes. Était un travail d'entretien constant. Les cloches étaient vivantes à leur manière, elles avaient besoin de soins. Il caressait le bronze de Marie-Madeleine, cherchant les signes d'usure, les fissures potentielles. Rien. Elle était solide, fidèle, comme elle l'avait été pendant 3 siècles. Il vérifiait les battants, ces lourdes pièces de métal qui frappaient l'intérieur de la cloche. Ils étaient bien fixés, l'usure était normale. Les cordes, par contre, devaient être remplacées régulièrement. Père Jacques le faisait lui-même, commandant de la corde de chanvre spéciale, tressée serrée, résistante. Il avait appris l'art de fixer les cordes de son prédécesseur, Père Mathieu, qui l'avait formé quand il était qu'un jeune homme de 25 ans. Père Mathieu. Cela faisait 20 ans qu'il était mort, mais Père Jacques pensait encore à lui chaque jour. Était Père Mathieu qui lui avait enseigné que sonner les cloches n'était pas simplement un travail, mais une vocation. « Tu ne sonnes pas pour toi, » disait le vieil homme. « Tu sonnes pour le village. Pour les morts qui ont entendu ces cloches avant toi, pour les vivants qui les entendent maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore nés qui les entendront après toi. Tu es le gardien du temps du village. » Père Jacques avait pris ces paroles au sérieux. 50 ans plus tard, elles guidaient encore chaque sonnerie. À midi moins le quart, il préparait l'Angélus. Était la sonnerie la plus importante de la journée avec celle du soir. L'Angélus de midi marquait la pause du village entier. Dans les champs, les vignerons s'arrêtaient. Dans les ateliers, les artisans posaient leurs outils. Dans les maisons, les femmes arrêtaient de cuisiner. Pendant 3 minutes, le village s'arrêtait pour écouter les cloches. L'Angélus se sonnait selon un rythme précis, 3 fois 3 coups sur Marie-Madeleine, suivi d'une volée de toutes les cloches ensemble. Père Jacques s'y préparait mentalement. Il devait synchroniser les 4 cloches, créer une cascade de sons qui montait et descendait comme une prière sonore. À midi exactement, il commençait. 3 coups de Marie-Madeleine. Le son profond qui roulait sur le village. Silence. 3 coups. Le bronze qui vibrait dans l'air tiède de midi. Silence. 3 coups. La répétition sacrée. Puis il saisissait toutes les cordes. Marie-Madeleine. Catherine. Thérèse. Agathe. Il tirait dans un ordre précis, créant une mélodie qui montait du grave à l'aigu. Le bourdon de Marie-Madeleine comme une fondation, Catherine et Thérèse tissant leur harmonie au-dessus, Agathe ajoutant ses notes cristallines au sommet. Les cloches se balançaient ensemble dans le beffroi. Le bois ancien craquait sous le poids du bronze en mouvement. L'air lui-même semblait vibrer, devenir liquide, devenir musique. Père Jacques sonnait pendant 3 minutes complètes, maintenant le rythme, ajustant la force de chaque tirage pour que les voix des cloches restent équilibrées. Était un travail physique. Ses bras le sentaient, son dos le sentait, mais était aussi une méditation. Il ne pensait à rien d'autre qu'aux cloches, à leur son, à leurs vibrations dans l'air. Quand il terminait, quand il lâchait les cordes, et que les cloches ralentissaient progressivement leur balancement, il était toujours légèrement essoufflé, toujours couvert d'une fine sueur. Mais aussi dans un état de calme profond. Les cloches faisaient cela. Elles demandaient tout votre être, et en retour, elles vous donnaient la paix. Il descendait pour déjeuner. Sa maison était simple. Une pièce principale avec une table et quelques chaises. Une petite cuisine. Une chambre à elle. Étage. Il mangeait toujours la même chose à midi. Du pain, du fromage, des tomates de son jardin en été, de la soupe en hiver. Un verre de vin rouge. Il mangeait lentement, regardant par la fenêtre la place du village où les gens allaient et venaient. L'après-midi était généralement calme. Pas de cloche à sonner avant les vêpres à 18h, sauf événement spécial. Père Jacques utilisait ce temps pour l'entretien supplémentaire, pour son jardin, pour ses promenades dans le village. Il aimait marcher lentement dans les rues pavées, saluant les gens qu'il connaissait depuis toujours. Madame Bertrand qui balayait devant sa boulangerie. Monsieur Duval qui revenait de ses vignes. Les enfants qui jouaient au ballon sur la place. Parfois, il s'asseyait sur le banc sous les platanes, écoutant la fontaine, observant le village vivre. Les gens venaient parfois lui parler. Pas souvent, il avait cette réserve naturelle qui décourageait les bavardages inutiles. Mais parfois, quelqu'un s'asseyait à côté de lui, et il parlait du temps, des vignes, des nouvelles du village. Les enfants l'appelaient « le monsieur des cloches ». Il le voyait monter au clocher chaque jour, et il pensait que Côte était une vie mystérieuse et fascinante.
Parfois, il laissait les plus curieux monter avec lui, leur montrant les cloches, leur expliquant comment elles fonctionnaient. Il leur apprenait à respecter le bronze ancien, à comprendre que chaque cloche avait sa propre personnalité, sa propre voix. « Marie-Madeleine est comme une grand-mère sage », disait-il aux enfants. Sa voix est profonde et calme. Elle nous rappelle que le temps passe lentement, qu'il ne faut pas se presser. Catherine et Thérèse sont comme des sœurs qui chantent ensemble. Elles s'harmonisent, elles se complètent. Et Agathe, la petite Agathe, elle est comme vous. Vive, claire, joyeuse. Les enfants l'écoutaient avec de grands yeux. Le clocher était leur royaume secret, et Père Jacques en était le gardien bienveillant. À 18h, il remontait pour les vêpres. Était la sonnerie qu'il préférait, celle du soir, quand le soleil commençait à descendre et que l'air se rafraîchissait. Il sonnait à nouveau l'Angélus, le même rythme que, à midi, mais le son était différent dans l'air du soir. Plus doux, plus mélancolique, portant plus loin dans l'air calme. Après les vêpres, il regardait le coucher du soleil depuis le clocher. Le ciel s'embrasait de rouge, d'orange, de violet. Les vignes en contrebas devenaient dorées dans la lumière rasante. Les ombres s'allongeaient sur la place du village. Les hirondelles tournoyaient autour du clocher, poussant leurs cris aigus avant d'aller se percher. Était un moment de grande beauté, et Père Jacques ne le manquait jamais. 50 ans de coucher de soleil depuis ce clocher, chacun unique, chacun parfait. Il descendait dans le crépuscule. Il préparait son dîner simple, lisait un peu, des livres sur l'histoire des cloches principalement, ou de vieux romans qu'il relisait sans cesse. Il se couchait tôt, car il devait se lever avant l'aube. Mais avant de dormir, une dernière fois, il sortait pour écouter les cloches de minuit qu'il ne sonnait pas lui-même. Elles sonnaient automatiquement, un mécanisme ancien que Père Jacques remontait chaque semaine. 12 coups de Marie-Madeleine, marquant le passage à un nouveau jour. Il les écoutait depuis sa fenêtre, ces 12 coups qui résonnaient dans la nuit. Le village dormait. Le ciel était plein d'étoiles. Les cloches sonnaient pour personne et pour tout le monde, marquant le temps qui passait, indifférent et éternel. Puis, le silence retombait. Père Jacques fermait sa fenêtre et allait se coucher, sachant que dans quelques heures, il remonterait les 187 marches pour sonner les matines, pour commencer un nouveau jour identique et différent de tous les autres. Était sa vie. Était son rythme. Était sa paix. Deuxième partie. Le langage des cloches le dimanche était différent. Les cloches parlaient plus ce jour-là, appelant les fidèles à plusieurs messes, marquant les moments importants de la journée du Seigneur. Père Jacques se levait encore plus tôt que d'habitude, car la grande messe de 10 heures nécessitait une préparation particulière. Il commençait par les matines comme toujours, mais à 8 heures, il sonnait déjà pour la première messe. Puis à 9h30, il commençait la grande sonnerie pour la messe principale. Pour celle-ci, il utilisait les 4 cloches pendant 15 minutes complètes, créant des motifs complexes, des harmonies qui se superposaient et se répondaient. Était une performance physique considérable. À 75 ans, il le sentait dans ses muscles, dans son souffle. Mais était aussi le moment où il se sentait le plus vivant, le plus connecté à la tradition des sonneurs qui l'avaient précédé dans ce clocher. Ses mains sur les cordes touchaient les mêmes endroits que celles de Père Mathieu et de Père Auguste avant lui, et de tous les sonneurs anonymes qui avaient servi ces cloches depuis qu'elles avaient été coulées. Les dimanches d'Oz et été, quand les fenêtres étaient ouvertes dans tout le village, on entendait les cloches dans chaque maison, dans chaque rue, dans les vignes environnantes. Les familles se préparaient pour la messe au rythme des cloches. Les enfants enfilaient leurs habits du dimanche. Les hommes nouaient leurs cravates. Les femmes mettaient leurs chapeaux. Et tous savaient exactement combien de temps il leur restait avant le début de la messe, grâce aux cloches de Père Jacques. Après la messe, le village se transformait. Était le jour du marché sur la place. Des étals s'installaient avec leurs produits, légumes, frais, fromage, charcuterie, fleurs. L'odeur du poulet rôti montait des rôtissoirs ambulantes. Les gens se promenaient, s'arrêtaient pour bavarder, achetaient leurs provisions pour la semaine. Père Jacques descendait parfois se promener au marché. Il achetait son pain chez Madame Bertrand, quelques légumes, un peu de fromage. Les marchands le saluaient avec respect. « Bonjour, Père Jacques. Belle journée, n'est-ce pas ?» Il répondait avec des hochements de tête, quelques mots brefs. Il était pas bavard, mais sa présence était appréciée. Il était une partie du village aussi permanente que les pierres de l'aile, église. L'après-midi du dimanche, il recevait parfois la visite de Pierre, un jeune homme du village,
qui s'intéressait aux cloches. Pierre avait 22 ans et travaillait dans les vignes de son père, mais il rêvait d'apprendre le métier de sonneur. Il venait au clocher, et Père Jacques lui enseignait patiemment. « Pour sonner les cloches correctement, disait Père Jacques, tu dois d'abord apprendre à écouter. Viens, monte avec moi. » Ils grimpaient ensemble les 187 marches. Pierre facilement avec sa jeunesse, Père Jacques plus lentement mais sans effort, habitué à cette montée quotidienne. Dans la chambre des cloches, Père Jacques faisait asseoir Pierre sur le banc. « Ferme les yeux, disait-il. Je vais sonner chaque cloche une fois. Écoute-les vraiment. Ne te contente pas d'entendre le son. Écoute ce que la cloche te dit. » Il commençait par Agathe, la petite cloche. Un coup clair, cristallin, qui montait dans l'air comme un oiseau. « Qu'est-ce que tu entends ?» demandait Père Jacques. « Un son aigu, » répondait Pierre. « Oui, mais quoi d'autre ?» Écoute l'harmonique. Écoute comment le son change pendant qu'il s'est éteint. Pierre écoutait plus attentivement. Lentement, il commençait à percevoir les nuances. Le son d'Agathe N n'était pas simplement aigu, il avait une qualité lumineuse, joyeuse, qui vibrait dans une fréquence qui semblait éveiller quelque chose dans la poitrine. Puis Père Jacques sonnait Thérèse. Un son plus rond, plus chaleureux, en fa majeur. « Thérèse est comme une mère, » expliquait Père Jacques. Sa voix est accueillante. Quand on l'entend, on se sent à la maison. Il sonnait ensuite Catherine, légèrement plus grave que Thérèse, en ré majeur. Catherine est la voix de la sagesse. Plus profonde, plus réfléchie. Ensemble, Catherine et Thérèse créent une harmonie qui représente l'équilibre. Enfin, il sonnait Marie-Madeleine. Le bourdon profond emplissait toute la chambre des cloches, faisait vibrer la pierre, l'air, les os même de Pierre. Marie-Madeleine est la voix du temps lui-même, disait Père Jacques, avec une révérence dans la voix. Quand elle sonne, elle nous rappelle que nous sommes petits, que notre vie est courte, que le temps continue longtemps après que nous sommes partis. Mais ce n'est pas triste. C'est simplement la vérité. Pierre écoutait, les yeux fermés, laissant le son de Marie-Madeleine s'infiltrer en lui. Il commençait à comprendre ce que Père Jacques voulait dire. Ce N n'était pas juste du bronze qui vibrait. C était quelque chose de plus profond. Chaque cloche a été coulée à un moment précis de l'histoire, continuait Père Jacques. Marie-Madeleine en 1723, Catherine en 1856, Thérèse en 1889, Agathe en 1921. Elles ont toutes sonné pour des générations de villageois. Elles ont annoncé des naissances, des mariages, des morts. Elles ont sonné pendant les guerres, pendant les famines, pendant les bonnes récoltes et les mauvaises. Elles sont les témoins silencieux de l'histoire du village. Il montrait à Pierre les inscriptions sur chaque cloche. Sur Marie-Madeleine, en plus de l'inscription latine, il y avait les noms des donateurs qui avaient payé pour sa fonte, des noms de familles qui n'existaient plus dans le village. Sur Catherine, une dédicace à Sainte Catherine d'Alexandrie. Sur Thérèse, une citation de la petite Thérèse de Lisieux. Sur Agathe, simplement la date et le nom du fondeur. Ces cloches sont notre lien avec le passé, disait Père Jacques. Quand tu les sonnes, tu continues une tradition qui a commencé il y a des siècles. Tu n'es pas juste toi-même, tu es tous les sonneurs qui ont existé et qui existeront. Il enseignait à Pierre la technique du tirage. Comment saisir la corde, comment utiliser le poids du corps plutôt que juste les bras, comment trouver le rythme naturel de la cloche. Chaque cloche a son propre rythme, expliquait-il. Tu ne peux pas forcer une cloche à aller plus vite qu'elle ne veut. Marie-Madeleine, avec ses 800 kilos, a besoin de temps pour se balancer. Si tu tires trop vite, tu combats contre son poids. Si tu tires au bon moment, elle fait le travail pour toi. Pierre essayait, tirant maladroitement sur la corde de Thérèse. La cloche se balançait de manière irrégulière, le son était saccadé. « Attends, » disait Père Jacques doucement. « Ne pense pas à la corde. Pense à la cloche, sens son mouvement. Tire quand elle est prête, pas quand tu es prêt. » Pierre fermait les yeux, concentré. Il tirait à nouveau. Cette fois, le rythme était un peu meilleur. La cloche sonnait plus harmonieusement. « Bien, » disait Père Jacques. « Tu commences à comprendre. Il te faudra des années pour vraiment maîtriser ça, mais tu commences à sentir la cloche. » Il passait des heures ainsi, Pierre apprenant à sonner chaque cloche, Père Jacques observant patiemment, corrigeant doucement. Le vieil homme ne se pressait jamais,
Il savait que l'apprentissage du métier de sonneur ne se faisait pas en quelques semaines. Cela prenait des années de pratique quotidienne. Père Mathieu m'a formé pendant 10 ans avant de me laisser sonner seul pour la grande messe de Pâques, racontait-il. 10 ans, et même après, il venait encore me surveiller de temps en temps, m'assurant que je gardais le bon rythme, que je traitais les cloches avec respect. Pierre écoutait ces histoires avec fascination. Il commençait à comprendre que devenir sonneur N n'était pas juste apprendre une technique. C'est était entrer dans une lignée, accepter une responsabilité sacrée. Les saisons changeaient le son des cloches, et Père Jacques enseignait cela aussi à Pierre. En été, quand l'air est chaud et lourd, les cloches sonnent différemment, expliquait-il. Le son ne porte pas aussi loin, il reste plus près du clocher. En hiver, quand l'air est froid et sec, le son porte beaucoup plus loin. J'ai entendu des gens dire qu'ils entendent les cloches depuis le village voisin en hiver, à presque 10 km. Ils montraient aussi comment la pluie affectait le son. Les jours pluvieux, les cloches sonnaient plus sourdes, comme enveloppées dans du coton. Les jours de grand vent, le son était porté dans une direction plus que dans une autre, créant des zones où on entendait très bien les cloches, et d'autres où on les entendait à peine. « Tu dois apprendre à adapter ta sonnerie aux conditions, » disait Père Jacques. « Par temps calme, tu peux sonner plus doucement. Par grand vent, tu dois sonner plus fort pour que le village entier entende. » Au-delà de la technique, il enseignait la philosophie du métier. « Un sonneur ne sonne jamais pour lui-même, » répétait-il souvent. « Tu sonnes pour le village, pour les gens qui travaillent dans les champs et qui ont besoin de savoir l'heure, pour les mères qui préparent le déjeuner et qui comptent sur l'angélus de midi, pour les mourants qui entendent les cloches une dernière fois. Tu es au service du temps du village. » Cette idée de service était centrale pour Père Jacques. Il ne considérait pas sonner les cloches comme un travail ordinaire. Était une vocation, presque un sacerdoce laïque. Il servait la communauté d'une manière silencieuse mais essentielle. « Les gens ne pensent pas aux cloches quand elles sonnent à l'heure, » disait-il. « Mais si un jour je ne sonnais pas, tout le monde le remarquerait. Le village se sentirait déséquilibré. C'est comme ça que je sais que mon travail est important. Non pas quand on le remarque, mais quand son absence serait remarquée. » Il y avait aussi les sonneries spéciales, celles qui marquaient les grands moments de la vie du village. Père Jacques enseignait à Pierre les différents rythmes. Pour un baptême, on sonnait Agathe et Thérèse ensemble pendant 5 minutes, un rythme joyeux et rapide qui annonçait la nouvelle vie. Pour un mariage, toutes les 4 cloches sonnaient en carillon festif pendant 10 minutes avant la cérémonie et 5 minutes après. Était la sonnerie la plus joyeuse, celle qui faisait sourire tout le village. Pour un enterrement, on sonnait uniquement Marie-Madeleine, lentement, solennellement. Un coup toutes les 30 secondes, le son grave qui tombait sur le village comme une pluie de bronze. Le nombre de coups correspondait à l'aile, âge du défunt. Pour un vieillard de 90 ans, Père Jacques sonnait pendant presque 1 heure, chaque coup marquant une année de vie. C'est la sonnerie la plus difficile émotionnellement, confiait-il à Pierre. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais bien. Mais c'est aussi la plus importante. C'est ton dernier cadeau à cette personne, ton dernier service. Tu dois le faire avec toute ta concentration, tout ton respect. Pierre avait assisté à plusieurs sonneries funèbres avec Père Jacques. Il avait vu le vieil homme compter les coups silencieusement, s'assurant d'en sonner exactement le bon nombre. Il avait vu les larmes dans les yeux de Père Jacques quand il sonnait pour un vieil ami, mais aussi la dignité avec laquelle il accomplissait sa tâche. Une fois, Pierre avait demandé « Père Jacques, est-ce que vous sonnez déjà les cloches quand vous rêvez ?» Le vieil homme avait souri, un rare sourire complet qui illuminait son visage. « Oui, » avait-il répondu simplement. « Parfois je rêve que je sonne, et quand je me réveille, j'entends encore les cloches dans ma tête. Elles font partie de moi maintenant. Mon cœur bat au rythme de Marie-Madeleine. Mon souffle suit le balancement de Catherine et Thérèse. Les cloches et moi, nous ne sommes plus tout à fait séparés. » Était peut-être la chose la plus personnelle que Père Jacques avait jamais partagée, et Pierre en avait été touché. Il commençait à comprendre la profondeur de la relation entre le sonneur et ses cloches. Les mois passaient, et Pierre continuait son apprentissage. Père Jacques lui permettait de sonner certaines cloches pour des occasions moins importantes, les vêpres en semaine, parfois l'angélus quand le temps était calme. Chaque fois, il observait, corrigeait, encourageait. « Tu t'améliores, » disait-il. « Mais, souviens-toi, je sonne depuis 50 ans et j'apprends encore. Les cloches ont toujours quelque chose de nouveau à t'enseigner si tu es prêt à écouter. » 3e partie. L'arrivée était un matin d'octobre, frais et lumineux,
quand Père Jacques vit pour la première fois Elle, étranger sur la place du village. Les feuilles des platanes commençaient à jaunir, et l'air portait cette qualité cristalline de l'automne en Bourgogne. Père Jacques venait de sonner les matines et descendait pour son café matinal au café du village. L'homme était jeune, peut-être 35 ans, avec des vêtements de ville froissés et un grand sac à dos appuyé contre le banc où il était assis. Il regardait le clocher avec une expression difficile à déchiffrer, peut-être de la curiosité, peut-être de la nostalgie, peut-être simplement de la fatigue. Père Jacques passa devant lui avec un hochement de tête poli et entra au café. Madame Rousseau, qui tenait l'Île, établissement depuis 20 ans, lui servit son café habituel sans qu'il ait besoin de le commander. « Il y a un nouveau venu » dit-elle en inclinant la tête vers la fenêtre. « Arrivé hier soir sur le dernier bus. Il a pris une chambre à l'auberge. Parisien, je pense. Il a cet air des grandes villes. » Père Jacques but son café lentement, regardant par la fenêtre. L'homme n'avait pas bougé. Il fixait toujours le clocher, comme s'il cherchait quelque chose dans la pierre ancienne. Dans l'après-midi, alors que Père Jacques était au clocher pour son entretien quotidien, il entendit des pas dans l'escalier. Ce N était pas Pierre. Il reconnaissait le rythme de Pierre. C était quelqu'un qui grimpait rapidement, presque avec urgence, puis ralentissait, essoufflé. L'homme de la place apparut dans la chambre des cloches, haletant légèrement. « Excusez-moi, » dit-il. La porte en bas était ouverte. J'ai pensé. Je voulais voir les cloches de plus près. Père Jacques le regarda sans répondre immédiatement. Il avait l'habitude d'être seul dans son clocher. Les visiteurs étaient rares, généralement des touristes en été qui montaient pour la vue. Mais cet homme n'avait pas l'air d'un touriste. « Vous êtes le sonneur » demanda l'homme. « Oui, » répondit Père Jacques simplement. « Je m'appelle Thomas, » dit l'homme en tendant la main. « Thomas Mercier, de Paris. » Père Jacques serra la main brièvement. « Jacques !» Thomas regarda autour de lui, ses yeux s'arrêtant sur chaque cloche, sur les poutres anciennes, sur les cordes qui pendaient. Il semblait boire la scène, l'absorber. S'écatait. « Magnifique !» murmura-t-il. « J'ai entendu les cloches ce matin. Ça m'a réveillé. Et puis je n'ai pas pu me rendormir. Je suis resté là à les écouter, et quelque chose en moi. » Il s'interrompit, comme s'il ne trouvait pas les mots. Père Jacques attendait patiemment. Il avait tout le temps. Le temps était son domaine. « Je suis venu ici pour... Je ne sais pas exactement, » continua Thomas. « Pour... échapper, peut-être. Ou pour retrouver quelque chose. À Paris, je travaille dans la finance. 70 heures par semaine, des écrans partout, des chiffres, du stress. Il y a 3 semaines, j'ai fait un burn-out. Crise de panique au bureau. Ils m'ont mis en arrêt maladie. Mon médecin m'a dit de partir, d'aller quelque part calme. Il s'assit sur le banc, les épaules voûtées. J'ai choisi ce village au hasard sur une carte. Endroit le plus petit que je pouvais trouver. Et ce matin, quand j'ai entendu les cloches, Kensa était comme si elle m'appelait. Père Jacques hocha la tête lentement. Il avait déjà vu des gens comme Thomas, même si qu'un était rare. Des gens qui venaient de la ville, épuisés, perdus, cherchant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Les cloches appellent tout le monde, dit-il enfin. C'est leur fonction. Mais ce N était pas juste un appel, insista Thomas. Était apaisant. Comme si le temps ralentissait. Comme si je pouvais enfin respirer. Père Jacques retourna à son travail, vérifiant les cordes. Il laissa le silence s'installer, sachant que parfois le silence était plus éloquent que les mots. Après quelques minutes, Thomas demanda. « Est-ce que je peux revenir ? Juste. Être ici ? Observer ?» Père Jacques le regarda. Il vit dans les yeux de Thomas ce qu'il avait vu dans ses propres yeux il y avait 50 ans. Un besoin de quelque chose de stable, de réel, d'enraciné dans le temps. « Vous pouvez venir, » dit-il, « mais vous devez respecter les cloches. Pas de bruit. Pas de questions pendant que je sonne. »« Promis, » dit Thomas avec un soulagement visible. Et ainsi commença une routine étrange. Chaque matin, Thomas montait au clocher avant les matines. Il s'asseyait sur le banc, silencieux, pendant que Père Jacques sonnait.
Puis il restait pour regarder le lever du soleil, exactement comme Père Jacques le faisait depuis 50 ans. Au début, Père Jacques était conscient de sa présence, un peu gêné par cet intrus dans son rituel privé. Mais progressivement, il s'habitua. Thomas était si silencieux, si respectueux, qu'il devenait presque invisible. Ou plutôt, il s'intégrait à l'atmosphère du clocher comme une ombre supplémentaire. Après la première semaine, Thomas commença à poser des questions. Pas pendant les sonneries, il respectait cette règle strictement, mais après, pendant les moments calmes. « Pourquoi est-ce que vous sonnez à exactement 5h30 » demanda-t-il un matin. « C'est l'heure des matines depuis toujours, » répondit Père Jacques. Le village s'est organisé autour de ce rythme. Changer maintenant serait comme changer le cours de la rivière. Mais qui décide de ces heures? Weday? Église? Autrefois, oui. Maintenant, c'est la tradition. Les gens comptent sur les cloches. Le boulanger sait qu'il doit avoir son pain prêt avant l'angélus de midi. Le vigneron sait qu'il doit rentrer avant les vêpres. Les cloches structurent la journée du village. Thomas réfléchissait à cela. À Paris, son temps était structuré par son agenda électronique, par les réunions, par les deadlines. Ici, le temps était structuré par le bronze et la tradition. « Est-ce que ça vous arrive de ne pas vouloir monter » demanda Thomas. « Est-ce que vous vous sentez parfois prisonnier de cette routine » Père Jacques s'arrêta dans son travail et regarda Thomas directement. « Vous voyez ça comme une prison parce que vous venez d'un monde où vous pensiez que la liberté était de pouvoir changer de plan à tout moment, dit-il. Mais la vraie liberté n'est pas dans le changement constant. Elle est dans l'acceptation. Je ne monte pas au clocher parce que je suis obligé. Je monte parce que c'est ma place. Les cloches ont besoin de moi, le village a besoin de moi, et moi j'ai besoin des cloches. » Était le discours le plus long que Thomas avait entendu de Père Jacques, et il en fut touché. Il commençait à comprendre qu'il y avait une sagesse dans cette vie simple et répétitive qui échappait complètement à sa compréhension habituelle. Les jours passaient. Thomas ne parlait plus de retourner à Paris. Il avait appelé son bureau pour prolonger son arrêt maladie. Il restait au village, montant chaque jour au clocher, observant, apprenant. Il remarquait des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Comment la lumière changeait minute par minute au lever du soleil. Comment les oiseaux avaient leur propre routine, aussi régulière que celle de Père Jacques. Comment le silence N était jamais vraiment silencieux mais rempli de petits sons. Le craquement du bois, le bruissement du vent, le bourdonnement lointain d'un tracteur. Il remarquait aussi comment son propre corps changeait. Son sommeil s'améliorait. Les tensions dans ses épaules se relâchaient progressivement. Son esprit, habituellement agité par 1000 pensées simultanées, commençait à se calmer. Un jour, Père Jacques lui demanda « Vous voulez apprendre à sonner » Thomas fut surpris. « Moi ? Je ne sais pas si je peux. »« Vous pouvez. Tout le monde peut apprendre. La question est, voulez-vous » Thomas regarda les cloches. Il pensa à toutes les fois où il avait entendu leur son depuis son arrivée. Comment elle l'avait réveillé ce premier matin. Comment elle marquait maintenant ses journées, aussi sûrement qu'elle marquait celles de tous les villageois. « Oui, dit-il. Je veux apprendre. » Père Jacques hocha la tête. « Bien. Commencez par écouter. » Et ainsi Thomas entra dans l'apprentissage que Pierre avait commencé des mois plus tôt. Mais pour Thomas, ce N n'était pas juste apprendre une technique, était apprendre une nouvelle façon d'être dans le temps. Père Jacques lui enseignait la même chose qu'il avait enseigné à Pierre. D'abord écouter, ensuite observer, enfin agir. Mais avec Thomas, il sentait qu'il devait aussi enseigner quelque chose de plus fondamental. Comment ralentir, comment être présent, comment accepter la répétition comme une méditation plutôt que comme une corvée. À Paris, vous étiez toujours en train de penser à la prochaine chose, disait Père Jacques. La prochaine réunion, le prochain projet, le prochain week-end. Vous étiez jamais vraiment où vous étiez. Thomas reconnut la vérité de ces paroles. Il vivait toujours dans le futur ou dans le passé, rarement dans le présent. Les cloches vous enseignent à être ici, maintenant, continuait Père Jacques. Quand vous tirez la corde, vous ne pouvez pas penser à autre chose. Si vous pensez à demain, vous ratez le rythme. Si vous pensez à hier, vous tirez au mauvais moment. Vous devez être complètement présent avec la cloche. Il laissa Thomas essayer de sonner Agathe, la plus petite cloche. Thomas saisit la corde maladroitement, tira trop fort. La cloche sonna de manière discordante. « Plus doucement, dit Père Jacques. Sentez la cloche. Ne la forcez pas. » Thomas essaya à nouveau, plus doucement cette fois. Était mieux, mais le rythme était encore irrégulier.
Votre esprit pense trop, observa Père Jacques. Vous calculez, vous planifiez chaque tirage. Arrêtez de penser. Sentez. Était difficile pour Thomas. Toute sa vie avait été construite sur la pensée, l'analyse, le calcul. Lâcher prise et simplement sentir allait contre toutes ses habitudes. Mais il essayait. Jour après jour, il montait au clocher et pratiquait. Et lentement, très lentement, quelque chose commença à changer. Ses tirages devenaient plus fluides. Le son de la cloche devenait plus harmonieux. Et surtout, il commençait à ressentir ce que Père Jacques avait décrit. Cet état de présence complète, où il n'y avait que lui. La corde, la cloche et le son. Était, réalisa-t-il, la première fois depuis des années qu'il se sentait vraiment en paix. 4e partie. La sagesse du beffroi. Les semaines devinrent des mois. L'automne progressa vers l'hiver. Les vignes perdirent leurs feuilles, révélant les ceps tordus et sombres. Le froid s'installa, apportant des matins de givre et des soirées où le souffle formait des nuages blancs. Thomas était toujours au village. Il avait pris la décision de démissionner de son poste à Paris. Le choc initial de cette décision était estompé, remplacé par un sentiment de justesse qu'il n'avait jamais ressenti dans sa vie professionnelle. Il avait pris une location à long terme dans une petite maison du village et commençait à réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie. Mais pour l'instant, il continuait simplement à monter au clocher chaque jour, à apprendre des cloches et de Père Jacques. Un matin particulièrement froid, alors qu'il regardait le lever du soleil après les matines, Thomas posa une question qui le travaillait depuis longtemps. « Père Jacques, est-ce que vous vous êtes déjà senti seul, toutes ces années, juste vous et les cloches ?» Le vieil homme fut silencieux un long moment, puis il dit « Je ne suis jamais seul. Les cloches sont avec moi. Le village est avec moi. » Et puis, la solitude et l'isolement sont deux choses différentes. Je suis souvent seul, c'est vrai. Mais je ne me sens pas isolé. Je suis connecté au village, par le son, par le rythme, par le service. Chaque fois que je sonne, je touche la vie de centaines de personnes. Il se tourna vers Thomas. Vous, à Paris, entouré de millions de gens, vous vous sentiez seul, non? Thomas hocha la tête. Était vrai. Il avait été profondément seul dans cette foule, cette agitation constante. C'est parce que vous étiez pas vraiment connecté, dit Père Jacques. Vous étiez avec des gens, mais vous étiez pas relié à eux d'une manière qui compte. Ici, quand je sonne l'Angélus, je sais que Madame Bertrand l'entend dans sa boulangerie. Je sais que Monsieur Duval l'entend dans ses vignes. Je sais que les enfants l'entendent à Lovel, école. Nous sommes tous connectés par ce son. C'est une vraie communauté. Thomas réfléchit à cela. Il commençait à sentir cette connexion lui-même. Quand il marchait dans le village maintenant, les gens le saluaient. Il savait qui il était, l'ami de Père Jacques, celui qui apprend les cloches. Il avait des conversations au café, au marché. Des vraies conversations, pas les échanges superficiels de Paris. « Père Jacques, demanda-t-il, pourquoi est-ce que vous faites ça? Je veux dire, vraiment. Qu'est-ce que les cloches vous ont donné ?» Le vieil homme regarda les 4 cloches, ses compagnes de toute une vie. « Elles m'ont donné un rythme, dit-il lentement. Dans ce monde où tout change trop vite, où rien n'est stable, les cloches sont une constance. Elles sonnent aujourd'hui comme elles sonnaient il y a 100 ans, comme elles sonneront dans 100 ans si quelqu'un continue à s'en occuper. Cette constance est apaisante. » Il toucha le bronze de Marie-Madeleine avec affection. « Elles m'ont aussi donné une discipline. Vous savez ce qu'est la vraie discipline? Ce n'est pas se forcer à faire quelque chose que vous détestez. C'est faire la même chose, avec le même soin, jour après jour, année après année, parce que c'est important. Les cloches m'ont appris cette discipline. Et puis, continua-t-il, elles m'ont donné une perspective sur le temps. Quand vous sonnez pour un baptême le matin et pour un enterrement l'après-midi, quand vous marquez la naissance et la mort dans la même journée, vous comprenez que la vie est courte, mais que le cycle continue. Les cloches ont sonné avant que je sois né. Elles sonneront après ma mort. Ça met les choses en perspective. » Thomas écoutait intensément. Était rare que Père Jacques parle autant, et chaque mot semblait porter un poids particulier. « Mais la chose la plus importante que les cloches m'ont donnée, dit Père Jacques, c'est la paix. Pas une paix passive, pas une absence de problème, mais une paix active, un calme qui vient de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous devez faire. » Il regarda Thomas. « Vous cherchez cette paix, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes ici. »
Thomas hocha la tête, sentant une émotion monter en lui. « Je ne sais même pas ce que je cherche, » admit-il. « À Paris, j'avais tout ce que je pensais vouloir. Bon salaire, bel appartement, carrière prometteuse. Mais je me réveillais chaque matin avec cette angoisse, cette sensation que quelque chose n'allait pas. Et puis je suis venu ici, j'ai entendu les cloches, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que peut-être il y avait un autre chemin. Les cloches ne vous donneront pas les réponses, dit Père Jacques. Mais elles vous apprendront à être en paix avec les questions. Elles vous apprendront à accepter que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, que le temps a son propre rythme. Au fil des semaines, Père Jacques partageait avec Thomas les leçons qu'il avait apprises en 50 ans de service aux cloches. « La patience !» disait-il un jour en huilant le mécanisme de l'horloge. « C'est la première leçon. Vous ne pouvez pas faire sonner une cloche plus vite qu'elle ne veut. Vous devez attendre son rythme naturel. C'est pareil dans la vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas être précipitées. » Un autre jour, alors qu'il nettoyait les cloches, il disait « Le soin. Regardez comme je traite ce bronze. Avec respect, avec attention. Ces cloches sont anciennes. Elles ont servi des générations. Elles méritent notre meilleur soin. C'est pareil avec tout ce qui est important dans la vie. Les relations, le travail qui compte, la beauté. Tout mérite notre soin. » Et puis il y avait la leçon de l'humilité. « Je sonne les cloches depuis 50 ans, disait Père Jacques, et je ne suis qu'un maillon dans une chaîne qui dure depuis 800 ans. Les sonneurs avant moi étaient meilleurs que moi. Les sonneurs après moi seront meilleurs que moi. Mon rôle n'est pas d'Issarquin, être le meilleur. C'est simplement de servir fidèlement pendant mon temps. » Thomas absorbait ces leçons comme une éponge. Chacune résonnait avec quelque chose de profond en lui. Il commençait à comprendre que ce qu'il avait pris pour du succès à Paris, l'argent, le statut, le prestige, était que de la surface. La vraie richesse était ici, dans cette tour de pierre, dans ces moments de présence pure avec les cloches. Un jour, Pierre vint au clocher et trouva Thomas en train de pratiquer. Les deux jeunes hommes se regardèrent avec un mélange de curiosité et de respect. Ils étaient tous les deux des élèves de Père Jacques, mais ils venaient de mondes si différents. Père Jacques les fit asseoir ensemble et leur dit « Vous deux, vous apprenez la même chose, mais pour des raisons différentes. Pierre, tu apprends parce que tu veux continuer la tradition, peut-être devenir sonneur un jour. Thomas, tu apprends parce que tu cherches quelque chose que tu as perdu dans ta vie à Paris. Mais la leçon des cloches est la même pour vous deux. » Il les regarda tous les deux. « Les cloches vous enseignent que le temps n'est pas votre ennemi. À votre âge, vous pensez que vous devez tout faire vite, réussir vite, être quelqu'un vite. Mais les cloches disent autre chose. Elles disent « Ralentis. Écoute. Sois présent. Le temps passe de toute façon. La question est, comment vas-tu le vivre ?» Pierre et Thomas hochèrent la tête. Ils comprenaient, chacun à sa manière. Au fil de l'hiver, Thomas devint de plus en plus compétent avec les cloches. Père Jacques lui permettait maintenant de sonner régulièrement l'Angélus de midi pendant qu'il observait, corrigeant seulement quand était nécessaire. Le jour où Thomas sonna son premier Angélus sans aucune erreur, sans aucune correction de Père Jacques, fut un moment de grande fierté pour lui. Ce N n'était pas la fierté qu'il avait ressentie en réussissant un deal financier à Paris. C était quelque chose de plus profond, la satisfaction d'avoir maîtrisé quelque chose de vraiment difficile, quelque chose qui demandait non pas juste de l'intelligence, mais de la présence, de la patience, du soin. Père Jacques avait simplement hoché la tête en souriant légèrement et dit « Bien. Les cloches t'acceptent. » C était le plus grand compliment que Thomas avait jamais reçu. Mais il y avait encore des leçons à apprendre. Un jour, un villageois âgé mourut, Monsieur Arnaud, qui avait 86 ans et avait vécu toute sa vie au village. Père Jacques devait sonner le glas. « Tu peux regarder, » dit-il à Thomas, « mais ne parle pas. C'est un moment sacré. » Thomas observa en silence pendant que Père Jacques sonnait Marie-Madeleine 86 fois, un coup pour chaque année de la vie de Monsieur Arnaud. Chaque coup était parfait, espacé exactement de 30 secondes. Père Jacques comptait silencieusement, concentré complètement sur sa tâche. Thomas vit des larmes sur les joues du vieil homme pendant qu'il sonnait. Père Jacques avait connu Monsieur Arnaud toute sa vie. Ils avaient grandi ensemble, vieilli ensemble. Et maintenant Père Jacques accomplissait pour son ami ce dernier service, marquait sa vie avec le bronze et le temps. Quand le 86e coup résonna, et éteignit dans l'air froid d'hiver, Père Jacques resta immobile un long moment, la main sur la corde, la tête baissée. Puis il se tourna vers Thomas. « C'est ça aussi,
Les cloches, dit-il doucement. Elles marquent la joie et la tristesse. Elles ne font pas de distinction. La vie continue, le cycle continue. Les cloches en sont les témoins. Cette nuit-là, Thomas resta éveillé longtemps, pensant à ce qu'il avait vu. Il comprenait maintenant quelque chose de fondamental. Les cloches N n'étaient pas juste un marqueur de temps neutre. Elles étaient le cœur battant du village, connectées à chaque vie, à chaque naissance, à chaque mort, à chaque moment de joie et de douleur. Et Père Jacques, le sonneur silencieux, était le gardien de tout cela. 5e partie. Le cycle continue. Le printemps arriva, amenant avec lui les bourgeons sur les vignes et les premiers parfums de glycine. Thomas était au village depuis 6 mois maintenant. 6 mois de montée quotidienne au clocher, 6 mois d'apprentissage, 6 mois de transformation lente mais profonde. Il avait trouvé un petit travail au village, aidant le vigneron local avec ses comptes. 6 mois de clos étaient simples, tranquilles, rien à voir avec la frénésie de Paris. Il gagnait beaucoup moins d'argent, mais il se rendait compte qu'il en avait besoin de beaucoup moins. Sa vie était simplifiée, épurée jusqu'à l'essentiel. Chaque matin, il se levait avant l'aube, exactement comme Père Jacques. Il montait au clocher non plus comme un visiteur, mais comme une partie de la routine. Pierre était souvent là aussi, et il formait maintenant une sorte de petite communauté de sonneurs en formation. Un matin, Père Jacques leur dit à tous les deux : « Je vieillis. J'ai 75 ans. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai monter ces escaliers chaque jour. Il faudra quelqu'un pour prendre ma place. » Pierre et Thomas se regardèrent, surpris par cette rare admission de vulnérabilité de la part du vieil homme. « Je ne dis pas que c'est pour demain, » continua Père Jacques. « Mais c'est la réalité. Le cycle des sonneurs continue comme le cycle des saisons. Un jour, quelqu'un d'autre tirera ses cordes. » Il les regarda tous les deux. « Pierre, tu es du village. Tu connais tout le monde te connaît. Tu as le cœur pour ce travail. Thomas, tu es venu de l'extérieur. Mais tu as appris la patience et la présence. Vous avez tous les deux ce qu'il faut pour être sonneur. »« Mais il ne peut y avoir qu'un sonneur principal, » dit Pierre. « C'est vrai, » acquiesça Père Jacques. « Et ce n'est pas à moi de décider qui ce sera. Le village décidera quand le moment viendra. Pour l'instant, vous apprenez tous les deux. C'est bien ainsi. » Cette conversation changea quelque chose pour Thomas. Il réalisa qu'il avait inconsciemment pensé que son temps au village était temporaire, une sorte de retraite avant de retourner à la vraie vie. Mais en entendant Père Jacques parler de lui comme d'un possible successeur, il comprit que peut-être cela était sa vraie vie maintenant. Les jours rallongèrent. Les touristes commencèrent à arriver pour les vacances de printemps, remplissant les quelques chambres d'hôtes du village. Certains montaient au clocher pour voir les cloches. Père Jacques les accueillait poliment mais brièvement, ne révélant pas la profondeur de sa connexion avec les cloches à ses visiteurs de passage. Mais un jour, un jeune couple monta avec leur fille de 7 ans. La petite fille était fascinée par les cloches. Elle posait question après question, ses yeux brillants de curiosité. Père Jacques, qui avait peu de patience pour les adultes bavards, prit le temps de tout lui expliquer. Il lui montra comment les cloches étaient suspendues, comment les cordes fonctionnaient. Il lui raconta l'histoire de chaque cloche. Et puis, avec un rare sourire, il lui laissa tirer doucement sur la corde d'agate. Le tintement clair de la petite cloche remplit la chambre des cloches, et le visage de l'enfant s'illumina de joie pure. Était un moment de magie simple, et Thomas, en l'observant, comprit une autre leçon. Les cloches appartenaient à tout le monde. Elles n'étaient pas la propriété privée du sonneur. Elles étaient le cœur du village, accessibles à tous ceux qui les approchaient avec respect. Les mois continuèrent leur passage. Été arriva avec sa chaleur dorée. Les vignes se couvraient de feuilles vertes et de grappes prometteuses. Le village vibrait d'une vie lente mais riche. Thomas avait maintenant complètement intégré le rythme du village. Il se levait avec les matines, travaillait le matin, déjeunait au rythme de l'Angélus, se reposait l'après-midi, sortait se promener avant les vêpres. Son ancien stress de Paris lui semblait maintenant une vie étrangère, presque irréelle. Un soir de juillet, alors que le soleil se couchait dans un ciel d'or et de rose, Thomas et Père Jacques étaient seuls dans le clocher après les vêpres. La chaleur de la journée s'attardait encore dans les pierres. « Je veux vous remercier, » dit Thomas soudainement. Père Jacques le regarda avec surprise. « Me remercier ? Pourquoi ? Pour m'avoir permis de venir ici. Pour m'avoir enseigné. Pour choc. Pour m'avoir sauvé, en quelque sorte. » Père Jacques secoua la tête. « Je ne t'ai pas sauvé. Les cloches l'ont fait. Ou peut-être que tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste été ici, faisant ce que je fais toujours.
Mais vous m'avez montré une autre façon de vivre, insista Thomas. Avant de venir ici, je pensais que la vie devait être intense, rapide, pleine de réussites mesurables. Et maintenant je comprends qu'elle peut être calme, lente, riche, d'une manière complètement différente. Père Jacques fut silencieux un moment, puis il dit « Tu as appris ce que tu étais prête à apprendre. Si tu étais venu ici il y a 5 ans, les cloches ne t'auraient rien dit. Tu n'aurais vu qu'une routine ennuyeuse, un vieux sonneur coincé dans ses habitudes. Mais tu es venu au bon moment, quand tu étais prêt à écouter. » « Est-ce que vous pensez que je devrais rester ?» demanda Thomas. « Je veux dire, de manière permanente ?»« Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Père Jacques. « Mais je peux te dire ceci, le village pourrait utiliser quelqu'un comme toi, quelqu'un qui comprend les deux mondes, celui de la ville et celui d'ici. Et les cloches. Les cloches ont besoin de quelqu'un qui les aime. » Thomas regarda par les ouïes du clocher, vers le village qui s'endormait lentement dans le crépuscule. Les lumières s'allumaient dans les maisons. La fumée montait de quelques cheminées où on préparait le dîner. Tout était paisible, ordonné, à sa place. « Je vais rester, » dit-il. Ce « n'était pas une décision qu'il prenait à ce moment-là, moins c'est, était une vérité qu'il reconnaissait enfin. Il avait déjà pris la décision sans s'en rendre compte, jour après jour, en montant ses escaliers, en tirant ses cordes, en écoutant ses cloches. Elle était passée dans sa langueur dorée. Les touristes allaient et venaient. Les vignes mûrissaient. Le village vivait son cycle éternel. Un jour de septembre, pendant les vendanges, alors que tout le village était dans les vignes pour la récolte annuelle, Père Jacques ne se sentit pas bien. Il monta quand même au clocher pour les matines. Il n'avait manqué que quelques jours en 50 ans, mais en redescendant, il dut s'asseoir, essoufflé et pâle. Thomas, qui était là pour la sonnerie, s'inquiéta immédiatement. « Père Jacques, vous devriez voir un médecin. »« Ce n'est rien, » protesta le vieil homme. « Juste la fatigue. » Mais même lui devait admettre qu'il vieillissait. Les 187 marches pesaient plus lourd chaque jour. Ses mains, toujours fortes sur les cordes, commençaient à trembler légèrement au repos. « Peut-être que je devrais sonner les matines demain, » suggéra Thomas doucement. Père Jacques le regarda longtemps. Puis il hocha la tête. « D'accord. Juste demain. Pour voir. » Le lendemain matin, Thomas monta seul au clocher avant l'aube. C'était la première fois qu'il sonnait les matines sans Père Jacques présent. Il se sentait à la fois excité et nerveux. À 5h30 exactement, il tira la corde de Marie-Madeleine. Le bourdon profond roula sur le village endormi. Il sonna les 9 coups selon le rythme ancien, 3 x 3, avec les silences entre chaque. Quand il termina, il resta debout dans la chambre des cloches, écoutant le dernier écho, éteindre. Il avait fait ça. Il avait réveillé le village. Il avait marqué le début d'un nouveau jour. En bas, dans sa maison, Père Jacques écoutait aussi. Les cloches sonnaient juste. Le rythme était correct. Thomas avait bien appris. Le vieil homme sourit dans l'obscurité de sa chambre. Le cycle continuait. Un nouveau sonneur était en train de naître. Les semaines suivantes, Thomas sonna de plus en plus souvent. Père Jacques venait toujours au clocher, mais de plus en plus comme un observateur, un conseiller, plutôt que comme le sonneur actif. Il enseignait à Thomas les dernières subtilités, comment lire la météo pour ajuster la sonnerie, comment entretenir les mécanismes les plus délicats, comment gérer les situations spéciales. Pierre aussi progressait, et bientôt les deux jeunes hommes pouvaient sonner ensemble, alternant les cloches, créant des harmonies complexes. Père Jacques les regardait avec satisfaction. Le futur des cloches était assuré. Un soir d'automne, presque un an exactement après l'arrivée de Thomas au village, les 3 hommes étaient ensemble dans le clocher après les vêpres. Le soleil se couchait, peignant le ciel en bandes de couleurs, violet, rose, orange, or. « Je veux vous dire quelque chose, » dit Père Jacques. « J'ai décidé que c'est le moment pour moi de passer le relais. Pas complètement. Je serai toujours là pour conseiller, pour aider. Mais le village a besoin d'un sonneur principal, qui peut monter ses escaliers sans effort, qui peut servir pendant les prochaines décennies. » Il regarda Pierre et Thomas. « J'ai parlé avec le maire, avec le conseil municipal, avec le père Antoine. Nous avons décidé que Pierre sera le sonneur principal. Il est du village, il connaît tout le monde, et il a le cœur pour ce travail. »
Pierre rougit de fierté et de émotion. Mais, continua Père Jacques, Thomas sera le sonneur adjoint. Vous travaillerez ensemble, vous alternerez les sonneries, le village est assez grand maintenant pour avoir 2 sonneurs. Et vous deux, vous vous complétez bien. Thomas hocha la tête, acceptant cela avec calme. Il n'avait pas d'ego investi dans le titre. Ce qui comptait pour lui, était de pouvoir continuer à monter au clocher, à être avec les cloches. Il y aura une cérémonie dans 2 semaines, dit Père Jacques. Le village vous accueillera officiellement comme sonneur. Mais pour moi, vous êtes déjà. Les 2 semaines suivantes passèrent rapidement. Le village bruissait de l'excitation de la cérémonie à venir. Était rare qu'un nouveau sonneur soit nommé. Cela arrivait peut-être une fois par génération. Le jour de la cérémonie, l'église était pleine. Tout le village était venu, ainsi que des gens des villages voisins qui avaient entendu parler de événement. Pierre et Thomas, nerveux dans leurs vêtements du dimanche, se tenaient devant l'autel. Le père Antoine bénit les nouvelles cordes que Pierre et Thomas utiliseraient. Le maire prononça un discours sur l'importance des cloches pour la communauté. Et puis Père Jacques parla. « J'ai servi ces cloches pendant 50 ans, dit-il, sa voix claire résonnant dans l'église silencieuse. Pendant ce temps, j'ai vu le village changer. J'ai vu des gens naître, grandir, mourir. J'ai vu des guerres et des paix, des bonnes récoltes et des mauvaises. Mais les cloches sont restées constantes. Elles ont continué à sonner, marquant le temps, structurant nos vies. » Il regarda Pierre et Thomas. « Maintenant je passe cette responsabilité à ces 2 jeunes hommes. L'un du village, l'autre venu de loin. Ensemble, ils représentent ce que notre communauté est, enracinée dans la tradition mais ouverte au nouveau. » Il y eut des applaudissements, puis tout le village monta en procession au clocher, autant qu'il pouvait en tenir dans l'escalier en colimaçon et dans la chambre des cloches. Père Jacques donna à Pierre et Thomas les cordes principales. « Ces cloches sont maintenant à votre charge, » dit-il solennellement. « Servez-les bien, servez le village bien. » Puis Pierre et Thomas, ensemble, sonnèrent toutes les 4 cloches. Le son monta sur le village dans le doux air d'automne, les harmonies se mêlant et se séparant, créant une musique qui était à la fois ancienne et nouvelle. Les villageois écoutaient, émus. Pour eux, ces mascars étaient comme si le cœur du village battait à nouveau, renouvelé mais toujours le même. Après la cérémonie, il y eut une fête sur la place. Madame Bertrand avait fait des gâteaux. Monsieur Duval avait apporté son meilleur vin. Les tables étaient dressées sous les platanes, et le village célébrait dans la joie simple d'une communauté unie. Père Jacques, assis sur son banc habituel, observait la scène avec contentement. Il avait accompli sa mission. Les cloches continueraient à sonner. Le cycle continuerait. Thomas vint s'asseoir à côté de lui. « Merci, » dit-il simplement. « Pourquoi » demanda Père Jacques avec un sourire. « Pour tout. Pour m'avoir montré qu'il y a une autre façon de vivre. Pour m'avoir donné une place ici. » Père Jacques posa sa main sur Tsichi, épaule de Thomas. « Tu as trouvé ta propre place, » dit-il. « Je t'ai juste montré où chercher. » Les cloches ont fait le reste. Ils restèrent assis ensemble en silence, écoutant la fête autour d'eux, pendant que le soleil descendait lentement vers l'horizon. Les années passèrent. Père Jacques continuait à venir au clocher presque chaque jour, mais maintenant comme observateur, comme gardien de la tradition. Pierre et Thomas sonnaient les cloches en alternance, développant leur propre rythme, leur propre compréhension. Thomas ne retourna jamais à Paris, sauf pour de brèves visites. Sa vie était ici maintenant, dans ce village de Bourgogne, avec ces cloches qui l'avaient sauvé. Il se maria avec une fille du village, une professeure d'école qui aimait le calme autant que lui. Ils eurent 2 enfants, qui grandirent avec le son des cloches marquant leur journée. Pierre aussi se maria, et eut une famille. Lui et Thomas devinrent de vrais amis, unis par leur service commun aux cloches. Et Père Jacques vieillissait paisiblement, content de voir la tradition continuer, de savoir que les cloches seraient là longtemps après lui. Par une matinée d'hiver particulièrement claire, 10 ans après la cérémonie, Père Jacques ne se réveilla pas. Il mourut dans son sommeil, paisiblement, à Lille, âge de 85 ans. Thomas et Pierre sonnèrent le glas pour lui. 85 coups de Marie-Madeleine, chacun parfait, espacés exactement de 30 secondes, comme Père Jacques le leur avait enseigné. Le village entier pleura. Père Jacques avait été une présence constante pendant plus de 50 ans, une partie du tissu même de leur vie communautaire. À son enterrement, l'église était remplie à craquer. Le père Antoine, lui-même vieillissant maintenant, prononça éloge funèbre. Père Jacques était un homme de peu de mots, dit-il, mais d'une grande présence.
Il servait ce village et ses cloches, avec une dévotion qui dépassait l'ordinaire. Il nous a tous enseigné, par son exemple silencieux, ce que signifie être pleinement présent dans sa vie, pleinement engagé dans son service. Après la cérémonie, alors que le cortège funèbre quittait l'église, Pierre et Thomas montèrent une dernière fois au clocher avec Père Jacques. Son cercueil passa sous les cloches qui l'avaient servi toute sa vie. Ils sonnèrent toutes les 4 cloches ensemble, une dernière sonnerie pour leur maître et ami. Le son roula sur le village enneigé, porté loin par l'air froid et clair de l'hiver. Et puis le silence retomba. Mais sec, était un silence temporaire. Car le lendemain matin, à 5h30 exactement, Pierre monta les 187 marches et sonna les matines. 3 coups. Silence. 3 coups. Silence. 3 coups. Le village se réveilla au son familier. La vie continuait. Le cycle continuait. Dans la chambre des cloches, Pierre pensa à Père Jacques. Il sentait presque la présence du vieil homme là, dans les ombres, dans le bronze, dans le son même des cloches. « Je vais prendre soin d'elle, » murmura-t-il à l'air vide. « Je promets. » Et il le fit. Pendant 40 ans, Pierre servit les cloches, avec la même dévotion que Père Jacques. Thomas aussi, jusqu'à ce que l'âge le rattrape et qu'il passe le relais à la génération suivante. Les années devinrent des décennies. Le village changea, de nouvelles maisons furent construites, des nouvelles technologies arrivèrent. Mais les cloches continuèrent à sonner, marquant le temps comme elles l'avaient toujours fait. Des générations d'enfants grandirent en se réveillant avec les matines. Des générations de couples se marièrent sous le son des cloches en carillon. Des générations de personnes âgées quittèrent ce monde au rythme solennel du glas. Et toujours il y avait un sonneur qui montait les escaliers, qui tirait les cordes, qui écoutait le bronze chanter. Car c'est ainsi que le temps est marqué dans ce village de Bourgogne. Non pas par des horloges électriques ou des alarmes de téléphone, mais par le son ancien et éternel du bronze coulé il y a des siècles. Les cloches sonnent à l'aube. Elles sonnent à midi. Elles sonnent au coucher du soleil. Elles sonnent pour les joies et les tristesses, pour les commencements et les fins. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour tirer les cordes, tant qu'il y aura quelqu'un qui comprend l'importance sacrée de ce service simple, les cloches continueront à sonner, marquant le temps, reliant les générations, battant comme le cœur du village, éternel. Dans le silence de la nuit, si vous écoutez bien, vous pouvez encore entendre l'écho lointain de Marie-Madeleine, sonnant les 12 coups de minuit. Un jour se termine. Un autre commence. Le cycle continue. Les cloches savent. Elles ont toujours su. Et quelque part, dans un clocher ancien, un sonneur se tient dans l'ombre, main sur la corde, écoutant le bronze et le temps dialoguer dans la langue silencieuse qui existe depuis que les humains ont commencé à marquer les heures. C'est une langue de patience, de présence, de paix. C'est la langue des cloches. Écoutez.